Bonjour à tous, à la une, dernier virage pour l'opération d'enrôlement des électeurs. La troisième et dernière ère opérationnelle a commencé à livrer ses cartes aux compatriotes de l'Est de la République. Nous ferons un focus sur les opérations qui se déroulent actuellement dans la ville de Goma. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, la grève sèche reprend. Les professeurs d'université dénoncent la mauvaise foi du gouvernement qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore rencontré leur desiderata. Et dans le monde, au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d'un naufrage au large des côtes libyennes, a indiqué mercredi dans un communiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, dans ce journal. À la une, l'identification et l'enrôlement des électeurs a effectivement démarré ce jeudi dans la troisième ère opérationnelle qui est constituée de 7 provinces. À Goma, c'est le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a officiellement lancé ces opérations qui prendront en principe 30 jours et même les déplacés de guerre des affrontements entre la rébellion du M23 et les FARDC obtiennent déjà leur carte. Christian Kalonji. Dans le camp des déplacés de Kayembe, situé dans le groupement des Mounigui, en territoire des Niragongo, les déplacés des guerres ayant fui les combats entre forces armées de la RDC et les terroristes du M23 étaient ce jeudi matin devant les bureaux de vote pour se faire enrôler. Leurs bureaux d'inscription qui devraient les accueillir dans les groupements des Boumba et Kibumba ont été délocalisés dans le groupement des Mounigui dans le même territoire. Le rapporteur adjoint de la centrale électorale qui a lancé ses opérations dans la troisième ère opérationnelle s'est rendu sur place dans le camp des déplacés pour suivre de près cet enrôlement. Les déplacés que nous avons rencontrés après leur enrôlement ont remercié la Commission électorale nationale indépendante pour cette opération. Ils ont à la même occasion demandé aux autres déplacés de venir accomplir leurs devoirs civiques. La Commission électorale nationale indépendante a pour cette fin rendu disponibles les machines spéciales pour enrôler cette catégorie de personnes. Pour sa part, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, a rassuré l'opinion que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces opérations qui vont prendre 30 jours. Mais la société civile et l'intercommunautaire du Nord Kivu ne s'est pas montrée solidaire à ces opérations d'enrôlement qui se déroulent dans les provinces secouées par la guerre. Dans un communiqué, l'organisation de la société civile a exigé d'abord le maintien de la paix avant toute autre chose. Jérôme Kandou est le président de l'intercommunautaire, joint au téléphone par Rodriguez Mumbere. Populations qui ont été déplacées par la guerre du M23 soutenue par le Rwanda puissent rentrer dans leur domicile. Et à ce moment-là, on pourra enrôler correctement chacun chez soi. En même temps, ça sera une manière de maintenir les circonscriptions et de maintenir les quotas de chaque circonscription. Comprenez que partout dans le Nord Kivu là, il y a des réfugiés qui sont allés en Ouganda, qui sont allés dans les pays voisins. Il va falloir récemment faire tout pour qu'ils reviennent et se faire enrôler. Comment allons-nous faire tant que le M23 appuyé par le Rwanda est encore en train de gérer certaines parties de la République ou de la province? Vous savez que avant de donner cette déclaration, nous étions en réunion avec les notables le dimanche passé. Nous avons exprimé cette inquiétude-là par rapport à la situation générale de la province. Nous avons exprimé ça. D'ailleurs, nous sommes toujours en travaux. Nous sommes en train de travailler en commission pour pouvoir avoir une idée claire sur toutes les questions que traverse notre province. Donc, ce n'est pas une déclaration qui vient de nulle part. C'est une déclaration concertée et qui a été discutée dans cette grande réunion avec les notables du Nord Kivu.
Les activités ont repris normalement depuis le mercredi 15 février dans les villes d'Ouvira et de Baraka Fizi dans la province du Sud Kivu, à en croire les sources locales. Après une journée ville morte organisée mardi 14 février sur toute l'étendue de la province, la population de ces deux villes a répondu à l'appel des structures et organisations de la société civile pour demander l'offensive de la force régionale contre le M23 soutenu par le Rwanda dans le nord Kivu. Les fils et filles de la province du Maniema ont décidé d'enterrer la hache de guerre et regarder dans la même direction pour le développement de leur province. C'est l'une des conclusions assorties du Forum pour la paix, la cohésion et le développement du Maniema qui s'est tenu pendant 2 jours à Kindu. Pour sceller leur réconciliation, une chèvre a été égorgée et une vache brûlée pour aplanir leurs divergences et divisions. Dexon Hassani, depuis Kindu, nous fait revivre cette ambiance dans ce reportage. Ces assises de 2 jours, tenues du 14 au 15 février dernier, ont réuni plusieurs centaines de fils et filles de la province du Maniema, venus de tous les 4 coins du monde. Ce forum pour la paix, la cohésion et le développement du Maniema s'est tenu sous le thème « Unis par l'essor d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema ». Pendant ces 2 jours, 5 thèmes ayant résumé tous les problèmes du Maniema ont été exposés à l'assistance, et ce, avant les travaux en groupe, devant lesquels plusieurs recommandations ont été formulées. L'évêque du diocèse catholique de Kindu et président du comité d'organisation a appelé tous les fils et filles du Maniema au respect des engagements pris à ces jours et à la responsabilité commune. Nous avons jeté une sémence et nous sommes sûrs et certains que cette sémence va germer, va prendre racine et on va assister à des fruits, oui. Et donc je suis tout à fait convaincu que ce forum a été une réussite parce que tout le monde qui est entré là-bas a pu tirer quelque chose, tout le monde a pu contribuer à quelque chose et j'estime que les fils et filles du Maniema sont désormais convaincus que sans l'unité et la cohésion, il est impossible d'impulser le développement de leur province. Et pour sceller cette cohésion et réconciliation décidée par tous, un rituel symbolique a eu lieu au site des assises. Une chèvre égorgée synonyme de faire disparaître toutes les divisions et les enterrer comme cette vache qui a été brûlée avant de voir tout le monde s'embrasser les uns les autres. Et le gouverneur de la province du Olomami vient d'entamer le 2e palier de distribution de la farine de maïs dans sa province après les groupes vulnérables et une partie des femmes au niveau des couches sociales. Isabelle Kalenga a ciblé plusieurs autres couches de la population avec pour objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire. Tout a dit mobiliser en tant que gouvernement, tout est courima na cheye. Pour s'inscrire davantage dans les concepts du peuple d'abord, la gouverneure de la province du Olomami monte à la vitesse supérieure dans la lutte contre la faim. Après les groupes vulnérables, ce second tour, Isabelle Kalenga Mushimbi a ciblé les femmes dynamiques, femmes leaders, les femmes kimbanguistes et catholiques. Pendant que les maïs en grains coûtent cher à Kamina, la gouverneure s'est mise à notre place. C'est un grand accompagnement, c'est exceptionnel en ces temps très durs. Les épouses militaires et policières ainsi que les personnes à mobilité réduite, celles de 3e âge, ont toutes salué l'essence de la gouverneure pour le bien-être social en des temps difficiles. Et le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a décidé de reprendre sa grève sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février. L'association a décrié la mauvaise foi du gouvernement qui n'a pas encore rempli ses obligations en faveur des enseignants. Les explications du professeur David Loubo, membre de l'APUKIN. Sinon, les conditions sont réunies pour que tout le monde revendique et de la même voix. De la même voix, l'amélioration des conditions de nos vies. J'insiste, nous sommes là devant
un cas de mauvaise foi manifeste. Et la Turquie n'est pas seulement aller en grève, n'est pas seulement une grève, aussi porter plainte contre le gouvernement actuel. S'arrêter aux grèves, bon. Nous devons saisir les cours des tribunaux pour les placer devant leurs responsabilités. L'UNIKIN vient de perdre au moins 20 professeurs dans moins d'une année. Et vous trouvez ça normal? Dans l'insouciance totale des gouvernants, ça nous disons non. Ce pays nous appartient, nous tous. Nous prendrons toutes les dispositions pour nous assumer. Et après conclusion de ces missions sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et la Chine, l'inspection générale des finances dénonce ce qu'elle qualifie de bradage et de dilapidation des minerais congolais. L'État congolais n'a presque rien gagné sur un revenu supposé de 10 milliards de dollars dont l'exploitation de la SICOMINE, affirme l'IGF. L'inspection générale des finances exige la révisitation du contrat conclu entre le groupement des entreprises chinoises GEC et la RDC, connu sous le contrat chinois. Au cours d'une conférence de presse organisée à l'inspection générale des finances, où Jules Alinguete a indiqué que ce contrat présente plusieurs anomalies et incohérences et mérite un réajustement. Parmi les constats, l'IGF note qu'aucune évaluation du gisement minier apportée par la GECAMINE SA n'a été faite et donc défaut d'intégration de la valeur dans les capital social, de la valeur réelle et de l'apport du gouvernement à travers la GECAMINE, caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation ainsi que de la répartition du capital social à 100 millions de dollars à raison de 68% des parts pour le groupement des entreprises chinoises et 32% pour le groupe GECAMINE. Jules Alinguete note également dans son rapport la confusion entretenue entre le groupement des entreprises chinoises et la SICOMINE. Révision de la répartition du capital social de la SICOMINE, notamment par la prise en compte de la valeur réelle des gisements cédés par la GECAMINE, conformément à l'article 182, alinéa 4 du Code minier. Ceci implique la modification des statuts de SICOMINE par augmentation de son capital social. Comme recommandation, l'IGF exige que la SICOMINE puisse se mettre à la disposition de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, des conventions, des collaborations entre la RDC et le partenaire privé pour discuter et satisfaire promptement aux exigences. Ci-après, la renégociation de la convention pour la réajuster ou rééquilibrer les obligations et les gains de deux parties et le faire correspondre aux valeurs des apports respectifs. Nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. L'IGF plaide aussi pour que la GECAMINE SA puisse participer dans l'élaboration du budget général de la SICOMINE SA et dans la gestion des exportations. Et le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC bénéficie désormais d'un financement additionnel de la Banque africaine de développement pour sa deuxième phase. Ce placement financier permettra d'assurer l'amélioration des conditions de vie des populations dans 5 provinces. Le lancement du dit projet a eu lieu mercredi au Kempinski Hotel en présence de quelques membres du gouvernement. Les travaux de la deuxième phase projet. C'est par ce mot du vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Daniel Asselum, représentant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qu'a été lancée la session technique de la phase 2 du projet prise. La mise en œuvre de cette phase 2 est une duplication de la phase 1 qui permettra, selon le directeur pays de la BAD en RDC, de renforcer les acquis de cette dernière dans les provinces ciblées. Ce financement additionnel vise la promotion du bien-être des populations par l'amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et aux soins de santé, ainsi qu'à la scolarisation et l'assainissement des zones rurales, comme c'en est le cas présentement dans les 5 provinces du Grand Kasaï. Saluant ce partenariat agissant, le gouvernement congolais s'engage à matérialiser ce projet initié depuis 2014 et inscrit dans le plan national de stratégie de développement. Cependant, des défis d'ordre logistique sont à relever afin d'aboutir aux résultats escomptés. Nous sommes obligés, malgré ces difficultés, d'arriver à livrer ces ouvrages dans les délais. La première phase, elle était composée de 5 provinces.
du Grand Kasaï. Et aujourd'hui, la deuxième phase vient rajouter 5 autres provinces. Donc c'est une bonne nouvelle pour les grands Bandundu. La phase 2 du projet prise dans les provinces de Kwilu, Kwango, Maïndombe, Olomami et Maniema est un enjeu majeur pour la stabilisation des populations paysannes par la consolidation de l'économie rurale. Le collectif des stagiaires professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale dans différentes provinces se sont dit satisfaits de l'élévation du nouveau directeur général Charles Moudiaï Kazadi. Il remercie pour cela le président de la République et lui souhaite un fructueux mandat. Nous, collectif des stagiaires professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, notamment Kananga, Lubumbashi, Puerto, Kamina, Kasumbalesa, Kipush, Kalemi, Mweka, Chimbulu, Chikapa, Ilebo, Mwenajitu, Mbujimai, Kolwezi, Likasi, Tanganyika et Bandaka, nous sommes largement satisfaits d'apprendre avec beaucoup d'enthousiasme la nomination sur l'ordonnance présidentielle d'indigne fils maison, M. Charles Moudiaï Kazadi, au rang de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et nos hommages le plus déférent et remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son choix judiciaire porté sur le DG Charles Moudiaï Kazadi, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, que nous souhaitons la réussite totale de leur mission étant gestionnaire de cet établissement public. Les collectifs des stagiaires professionnels, par la voix du coordonnateur national, Maître Stéric Kalombo, saisit respectueusement cette opportunité en rappelant à l'actuel comité de gestion qu'il existe une situation de régularisation d'engagement des stagiaires professionnels malheureusement placés dans des tiroirs et nécessite une décision finale car notre essai est totalement concluant. Monsieur le directeur général, votre présence à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale marque un soulagement pour tous les stagiaires professionnels admis officiellement sur l'étendue du territoire national. Et d'où celle votre implication ainsi que le comité de gestion résoudra certainement cette situation. Étant respectueux de la vision du chef de l'État, de la convention collective ainsi que du code du travail. Pour les collectifs de stagiaires professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale, Maître Stéric Kalombo, le coordonnateur national. Et c'est un appel à l'aide que nous allons prendre maintenant. Il risque de perdre la vue si l'aide ne lui parvient pas à temps. Merveille Mavoula est atteint d'une maladie chronique qui menace ses yeux alors qu'il a essayé sans succès de se faire soigner dans le pays. Ce jeune âgé que vous allez voir de 32 ans, résident dans la commune de Sélé, lance un SOS aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide pour chercher à se faire soigner à l'étranger. Seule option pour guérir son problème de santé. On l'écoute dans ce propos recueilli par Habiba Massoudi. Je suis sérieusement malade comme vous me voyez. Je ne vois pas. Et la maladie avait commencé à l'œil droit. Et quand cela a commencé, j'étais allé dans nos hôpitaux voir nos médecins, nos ophtalmologues. Après les diagnostics, ils m'ont dit non, je souffrais de la cornée, j'ai un problème au niveau de la cornée. Alors ils m'ont dit que la cornée c'est l'organe qui nous permet de bien voir. Alors il y a des appareils, des matériels qu'il faudrait utiliser pour remédier à la situation. Mais ici dans notre pays, on n'en a pas. Alors selon leur avis, il faudrait que j'aille à l'étranger pour des soins appropriés. Alors tout ce qu'on a fait dans la famille, nous avons dépensé cela dans nos hôpitaux et on est resté même réduit. J'ai de l'avenir, je suis encore trop jeune. Et il y a des gens dans ces pays, en tant que jeunes, ils ont contribué pour ces pays. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ces pays. Mais moi je suis bloqué, les autres jeunes évoluent. Mais moi, je suis empêché. Mais je n'avais pas voulu rester à la maison en train de pleurnicher sur ma vie. Ouais, je lance cet appel aux personnes de bonne foi. Dans notre pays, il y a des personnes de bonne foi, de bonne volonté qui aiment aider les gens. Je leur demande s'ils me suivent en ce moment. Je leur demande de me venir en aide. Précisément, je demande avec beaucoup de respect à son Excellence, mais c'est le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, ainsi que sa chère épouse, Maman Olive Lembe. Si les couples me suivent en ce moment, chef, je suis le messier qui était passé à la radio Okapi, qui vous avez appelé à la radio Okapi depuis le 19 et le 20 mai 2021. Et je suis revenu encore, chef. Je vous en supplie, si vous pouvez m'aider. Je n'ai rien, je suis trop jeune. Mon numéro de contact est 085 38 56 878.
Je réside à la commune de Lancelele, arrêt Fobank, direction Saint-Angèle, référence 10 maisons sur l'avenue Lingoya numéro 52. L'actualité en Afrique à présent. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé hier la réouverture des frontières terrestres près de 3 ans après leur fermeture. Ce pays d'Afrique de l'Ouest avait fermé ses frontières maritimes, aériennes et terrestres en mars 2020 au moment où le monde entier se barricadait face à la crise sanitaire. Héritier Ntamboa. La fermeture des frontières terrestres en vigueur depuis bientôt 3 ans est désormais levée en raison de l'évolution sanitaire et économique favorable. Le mois dernier déjà, le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire avait annoncé une levée progressive de ces mesures de prévention, décision qui vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et réorienter les voyageurs vers le passage officiel, car jusque-là, les gens empruntaient des pistes non surveillées selon plusieurs habitants de Wangolodougou, village proche de la frontière avec le Burkina Faso. Près de 3 ans après la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire rouvre ses frontières terrestres, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres. En rappel, le pays d'Afrique de l'Ouest avait fermé ses frontières maritimes, aériennes et terrestres en mars 2020 au moment où le monde entier s'est barricadé face à la crise sanitaire. Si les frontières maritimes et aériennes avaient rouvert quelques mois après, les frontières terrestres demeurent fermées. Sur plus de 80 migrants, 73 sont portés disparus après un naufrage au large de la Libye. L'Organisation internationale des migrations a indiqué mercredi que 7 survivants étaient actuellement hospitalisés après le naufrage de leur embarcation et que 11 corps avaient été récupérés par le Croissant Rouge libyen et la police locale. Le sport à présent, le gouvernement congolais reste déterminé pour finaliser les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte et par la suite son homologation. Le Premier ministre Sama Lukonde a exigé que d'ici le 15 mars, que toutes les observations des experts de la CAF soient intégrées dans les travaux en cours. Ces instructions ont été données lors de la réunion de conjoncture économique. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers les contextes internationaux que le Premier ministre a embrayé sur le sport. À titre exceptionnel, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chemboyi, a été invité pour présenter les dossiers relatifs à l'homologation du stade Martyrs de la Pentecôte, selon le ministre des charge du budget qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui suit de près ces dossiers, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade de Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Le gouvernement congolais tient à ce que le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se joue à Kinshasa. Voilà la raison de son implication dans les travaux de rénovation de ces stades omnisports. Et depuis quelques jours, le combat de Martin Bacolé contre Michael Hunter fait la une des débats. Le combat n'aura plus finalement lieu, a confirmé lui-même le sportif dans un live qu'il a tenu il y a quelques heures exactement. Mais après que les journalistes sportifs ont enquêté sur l'affaire, on en parle dans ce journal avec notre spécialiste et expert sportif Christian Bokaya qui va justement nous donner quelques éclairages sur l'affaire 100 000 $ et le fameux combat qui n'aura plus finalement lieu. Bonjour Christian Bokaya et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Ouais, on a eu un long débat lors de la conférence de rédaction. On en sait un peu plus sur ce combat. Lui-même l'a dit qu'il n'y aura plus ce combat contre Michael Hunter. Mais l'opinion veut savoir pourquoi est-ce qu'on a attendu après qu'il a reçu cet argent, ces fameux 100 000 $ que finalement on nous dise qu'il n'y aura pas combat. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Christian Bokaya? C'est ridicule. Oui. Déjà que Bacolé savait qu'il n'avait pas de combat livré au mois de mars contre Michael Hunter, même si son souhait après
on va dire son exploit ou sa victoire face au boxeur français Tony Yoka. Il voulait affronter Michael Hunter pour bien évidemment améliorer en fait son classement. Mais Bakole savait déjà depuis le mois de janvier qu'il n'avait pas de combat au mois de mars. Il est venu à Kinshasa pour se préparer. Il a fait pression au gouvernement depuis qu'il a lancé le SOS. Tout le monde, en fait, des vrais journalistes sportifs sont allés pour aller un peu vérifier. Nous sommes à l'heure du numérique, Gaëtan. Ça veut dire, mais ça a pris du temps, cette vérification, Christian, pourquoi? Ça a pris du temps, et puis ce qui nous a étonné, c'est le fait que le gouvernement voilà, s'est battu bec et ongle, ou s'est battu comme un diable, je vais dire, dans un bénitier pour décaisser les fonds pour Martin Mais sans chercher à savoir s'il y aura un match ou pas. Sans pour autant vérifier en amont si Bakole va livrer un combat au mois de mars. En plus, ce n'était pas un combat officiel. C'était que le souhait de son coach de le voir affronter Michael Hunter, puisque pour l'histoire, il faut rappeler que Michael Hunter, c'est le seul boxeur qui a terrifié Martin Bakole dans sa carrière. Alors, c'était au mois d'octobre 2018. Depuis que Bakole est connu presque de tout le monde, voilà, il voulait un peu entrer dans l'histoire, améliorer son classement. Et puis les lives qu'il a fait avant qu'on monte sur ce plateau a dévoilé un peu voilà, le côté obscur de sa gestion des fonds, parce que Bakole en réalité ne pouvait pas pleurnicher pour un billet. Gaëtan, Bakole c'est un millionnaire, il a livré beaucoup de combats, et quand vous êtes excusez, un boxeur professionnel, il y a des petites choses comme ça pour lesquelles vous ne pouvez pas pleurnicher. Alors vous avez dit également que ça choque d'autres disciplines sportives, puisque c'est 100 000 $ qui est décaissé ou qui sont décaissés pour un sportif, alors qu'il s'attendait à jouer un combat, vous avez dit pas officiel, un combat privé. Est-ce que ça choque d'autres disciplines de voir cet argent sorti facilement? Pour ne pas parler d'autres disciplines, de peur que j'ai créé un débat ou chercher à morceler les disciplines, je parle de la boxe. Il n'y a pas longtemps, le boxeur congolais venait de participer au tournoi international ou au trophée international au Maroc, Mohamed VI. Ce boxeur-là, on voyage avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Alors que Bakole, en peu de temps, on a décaissé 100 millions. 100 000, 100 000 plutôt, 100 000 $ pour qu'il parte livrer le combat, en fait, entre guillemets, le combat entre guillemets contre Michael Hunter. Pourquoi ne pas faire autant pour le boxeur amateur qui se bat pour honorer le pays? Surtout que c'est un combat professionnel, ça n'engage pas l'État directement. Le combat de Bakole n'engage pas directement le gouvernement congolais. Ça veut dire que Bakole c'est quelqu'un qui est organisé. Et quand on est boxeur professionnel, on doit avoir une équipe, une société qui s'occupe même de l'organisation du combat. La prime et consort, tout est déjà fixé. Et c'est ridicule de voir que Bakole rentre pour demander les billets d'avion pendant que les basketteurs sont encore à Kinshasa et cherchent comment voyager pour Alexandrie où ils vont disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous imaginez. Donc, il n'y a pas d'argent pour les basketteurs, mais on décaisse les fonds pour Martin Bakole pour un combat privé. Donc ça fait mal. Alors, dernière question pour Kaya. L'autre chose qui a choqué, c'est cet argent en liquide qu'on a remis à Martin Bakole, qu'il a passé dans sa banane, justement. Est-ce que c'est cela la coutume au ministère des Sports ou c'est une exception, et pourquoi donc? Et déjà que le ministère des Sports ne décaisse pas les fonds. Ici, c'est le ministère des Finances. Et puis, j'ai été un peu écœuré de voir que Nicolas Kazadi, qui à chaque fois demande à d'autres athlètes d'avoir des comptes bancaires pour qu'on fasse les virements, accepte finalement de décaisser les fonds. Là où on doit se poser beaucoup de questions, est-ce que cet argent venait directement du ministère des Finances? Est-ce que ce dossier est passé dans la chaîne des dépenses? Est-ce que cet argent venait de la présidence? Bon, on ne sait pas trop. Venait de la primature? Puisqu'en espèces, Bakole ne pouvait pas avoir 100 000 $. Nous avons essayé de consulter les juristes, le Jean-David Kilolo et d'autres juristes. Ils disent que c'est contre la loi aussi. Même, j'ai suivi personnellement la réaction de Georges Kapiamba. Il a dit, je cite, l'acte du gouvernement est constitutif d'infraction à la loi portant répression de blanchiment d'argent. Oui, on pouvait lui donner 100 000 $, mais ça pouvait pas par voie être, bancaire. Ça devait plutôt être par voie bancaire, parce que ce qu'on a fait, on a prouvé à la face du monde que notre administration n'est pas encore bien organisée, puisqu'on ne peut pas permettre à un individu de se promener avec beaucoup d'argent. Ce que Bakole a fait, s'il ne tire pas attention, il a ouvert en tout cas, ou il a creusé sa propre tombe sur la sphère de la boxe mondiale. Il n'a qu'à copier l'exemple de son frère. Merci beaucoup. Ilunga Makabu Junior, un boxeur professionnel. Vous regardez comment est-ce qu'il organise ses combats et tout se passe avec ordre. Merci Christian Bokaya. Je rappelle, vous êtes notre expert spécialiste en sport à Télé 50. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie, Gaëtan. Place au rappel des titres à présent.
Dernier virage pour l'opération d'enrôlement des électeurs. La troisième et la dernière ère opérationnelle a commencé à livrer des cartes aux compatriotes de l'Est de la République. Nous avons fait dans ce journal un focus sur les opérations qui se déroulent actuellement dans la ville de Goma. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, la grève sèche a repris. Les professeurs d'université ont dénoncé la mauvaise foi du gouvernement qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore rencontré leurs desiderata. Et dans le monde, au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d'un naufrage au large des côtes libyennes, a indiqué mercredi dans un communiqué l'OIM. 7 survivants qui ont regagné les côtes libyennes dans des conditions extrêmement difficiles sont actuellement hospitalisés. La revue de presse, c'est tout de suite. Et nous allons faire la lecture des journaux pour ce jeudi avec Bédrine Kenge qui est déjà là. Bonjour et merci de m'avoir rejoint, Bédrine Kenge. Bonjour Gaëtan et merci. On ouvre cette revue de presse avec la question des élections. Oui, Gaëtan, le processus électoral poursuit son bon nombre de chemins malgré quelques failles observées sur le plan logistique et la position du PPRD qui s'était déclaré il y a quelques semaines non concerné, faute de consensus et dans le but de trouver justement le voies et moyens concurrents à planir les divergences entre les parties prenantes pour des scrutins crédibles, transparents, inclusifs et apaisés. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, en sigle, mène désormais un plaidoyer. C'est sur 7.cd annonce que cette structure est disposée même à offrir ses bons offices pour l'inclusion du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et en croire ce site d'information générale, la CIMOCEL va continuer ses consultations avec d'autres partis politiques, notamment l'UDPS, l'UNC. Et la semaine dernière, c'était les tours des dirigeants de Ensemble pour la République où ils ont harmonisé des vues pour des élections de qualité. Et en parlant justement de ce parti de Moïse Katumbi, la prospérité nous informe de son côté que les leaders d'Ensemble pour la République est en train de positionner ses pions pour la victoire lors des élections de décembre prochain. Et les quotidiens renchérissent que le chairman a procédé dernièrement à la nomination de ses bulldozers au poste des délégués généraux en charge de matières relatives aux élections, à la gouvernance et à la gestion des espaces géographiques, linguistiques, sociologiques, culturels de la RDC. Et entre-temps, Gaëtan, l'identification du Congolais, vous l'avez dit dans le journal, regroupé au sein de la troisième ère opérationnelle débute ce jeudi. Et Africa News et RDC.net précise que pour ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada, l'opération va commencer avec un retard léger de 3 jours suite à certains problèmes liés à la logistique et administrative. Et après justement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 1 et 2, le phare rapporte pour sa part que la commission électorale indépendante devra dès ce jeudi, 16 février 2023, s'engager dans la troisième ère qui n'est que la partie est de la République. Et pour avoir un résultat satisfaisant, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, en séjour au Nord Kivu et au Sud Kivu, procède justement à la sensibilisation de la population afin de participer massivement à cette opération. En dehors de nos frontières, on va parler des arrestations qui risquent de faire tache d'huile. Oui, Gaëtan, en Tunisie, les nombreuses arrestations de personnages publics éminents font craindre une crise politique, déplore africanews.com. L'arrestation, par exemple, du chef du parti tunisien Ennahda, du directeur de Mosaïque FM, la radio la plus écoutée du pays, ainsi que de plusieurs autres personnalités publiques semble marquer une intensification du coup de filet lancé par le président anti-système Kais Saied le 10 février dernier. Et pendant ce temps, les Tunisiens sont proie à une crise économique dévastatrice et à de multiples pénuries qui rendent les produits des premières nécessités comme l'huile et le café inaccessibles. Gaëtan, et relayant la même information, RFI.fr note que le président Kais Saied justifie cette décision d'être urgente car selon lui, la crise économique serait due en majorité aux personnes arrêtées jusque-là et il fallait s'attendre aux réactions. Gaëtan, les interpellations
s'enchaîne depuis samedi 11 février, il faut le dire. ONG et opposition dénoncent la présidence de plus en plus autoritaire de Kais Saied, affirme pour sa part Ouest France plutôt. Et après le fiasco des législatives, seulement 11% de participation pour élire un parlement sans réel pouvoir. Poursuit ce média français. Kais Saied tente-t-il de détourner l'attention d'une inflation record et de pénurie, lait, sucre, riz et bien d'autres, s'interroge ce média français. C'est une affaire à suivre, Gaëtan. Affaire à suivre, effectivement, Bédine Kenge. Merci pour cette revue de presse. Merci à vous aussi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi.